Bonjour, bienvenue à Arrêt sur le monde. L'été qui vient de se terminer a été anormalement chaud. Juste ici, au Québec, près de 100 personnes sont mortes dans des canicules. Les récoltes n'ont pas été très bonnes, mais c'est bien peu comparé à ce qui se passe ailleurs dans le monde où les gens sont carrément poussés à l'exode dans certains cas. C'est d'ailleurs l'une des conséquences les plus concrètes des changements climatiques. Mais avant d'aller plus loin avec nos invités, voici un aperçu de la situation. Catastrophes environnementales, hausse du niveau de la mer ou encore raréfaction des ressources en eau potable, les conséquences du réchauffement climatique provoqueront dans les années à venir le départ de millions de personnes. Ces populations qui se retrouvent obligées de quitter leur lieu de résidence en raison de sa destruction ou de sa dégradation portent un nom. Ce sont les réfugiés climatiques. Bien que toute la planète soit concernée par les conséquences du changement climatique, certaines régions seront davantage touchées par ces mouvements migratoires, notamment en Asie centrale, du Sud et du Sud-Est, ainsi qu'en Afrique centrale et sahélienne. La perception de ces migrants est souvent différente selon le pays d'accueil. En Europe, par exemple, les réfugiés climatiques sont souvent assimilés à des migrants économiques ou à des clandestins. La réalité est beaucoup plus complexe, car souvent, les situations se confondent. Si un pays est touché par des conséquences physiques du réchauffement climatique, comme des inondations, son économie sera également affectée, ce qui peut aggraver une situation de pauvreté déjà installée. Un rapport de l'ONU montre que la variabilité du climat compromet déjà la production de blé, de riz et de maïs dans certaines régions du monde et que cette tendance devrait s'aggraver avec l'augmentation des températures. La population migrera donc pour plusieurs raisons, toutes reliées directement ou indirectement au réchauffement climatique. Nos invités pour parler du réchauffement climatique, d'abord Thomas Mulcair, l'ancien chef du Nouveau Parti démocratique et ancien ministre de l'Environnement, également sous Jean Charest. Il est maintenant professeur invité en sciences politiques à l'Université de Montréal. Et Sébastien Nobert, qui est professeur de géographie à l'Université de Montréal et chercheur affilié au Cerium. Messieurs, bonjour. Plaisir. Bonjour. Alors, d'abord, on l'a vu dans la vidéo, mais dites-nous, quelle est l'ampleur des migrations causées par le réchauffement climatique à l'échelle mondiale? En fait, dépendamment de à quoi on regarde, c'est sûr qu'il y a différents types d'aléas. Donc, évidemment, si on a, par exemple, désertification, feux de forêt, cyclones, typhons, etc. Donc, dépendamment dans quel contexte on se retrouve, si on est dans un contexte de développement où il y a déjà sur place des problèmes de vulnérabilité, bien sûr, donc, on a un problème qui peut se jouer, mais celui qu'on connaît depuis longtemps, je pense que c'est surtout celui qui est au Sahel, qui vit, donc, si on peut penser au Timor, voilà, donc désertification, aussi un changement de politique locale qui fait en sorte qu'on a une augmentation de vulnérabilité et qui, en tout cas, d'une certaine façon, pousse donc les populations à migrer à l'intérieur d'un environnement qui est déjà très, très problématique. Donc c'est un problème qui concerne beaucoup de régions dans le monde. C'est pas limité à ça. Pas seulement, régions, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un problème qui existe depuis les années 70 au Sahel. Donc, ce que je veux dire, c'est quelque chose qui est sur place. Et donc, on a un problème de sécheresse qui est connu depuis 72, 74. Donc, et de là, donc, je veux dire, les effets se sentent. Mais si on va en Asie, là aussi, on peut avoir des effets qui vont pousser les populations à repenser leur façon d'agir, et certainement les États des îles du Pacifique, par exemple, qui sont d'autant plus informés que d'autres pays sur les conséquences néfastes, justement, de la montée des eaux. Oui, allez-y. Justement, les réfugiés sont une conséquence des changements climatiques, et il faut toujours, dans ces conversations-là, commencer en amont et se dire qu'on a quand même l'obligation de continuer d'essayer d'agir pour réduire les gaz à effet de serre pour pas avoir à vivre ces conséquences-là. Mais une fois que c'est déjà dans le système puis on est en train de le vivre, il faut aussi s'adapter. Une des adaptations qu'il faut faire ici, c'est de changer la définition internationale de ce qui constitue une personne qui est réfugiée. Parce qu'en ce moment, ce n'est pas visé, mais c'est la réalité. Les gens qui sont forcés à l'exode en raison des changements climatiques ne cadrent pas dans la définition de réfugié. Ça le disait très bien. Mais il ne faut jamais perdre de vue qu'on a quand même d'abord et avant tout l'obligation de commencer à agir. Parce que c'est trop facile politiquement de dire, bien, c'est déjà dans le système, donc on n'a pas besoin d'agir. Non, on a signé un protocole de Paris qui, malheureusement, n'est pas en train d'être appliqué ici au Canada, mais qui est quand même une obligation internationale. Une des raisons pour lesquelles ces gens-là ne cadrent pas forcément dans la définition de réfugiés, c'est parce qu'ils ne quittent pas nécessairement leur pays. Ils peuvent se déplacer à l'intérieur même du pays. Les déplacements internes, c'est un phénomène important aussi lié au changement climatique. Oui, mais on peut être justement réfugié. La question est de savoir qu'est-ce qu'on fait à l'international. Et malheureusement, ce ne sont pas les pays les plus riches qui vont subir les premières affres des changements climatiques, mais bien entendu les pays les plus pauvres.
Qu'est-ce que ça a comme conséquence, que ce soit, mais surtout si on parle de déplacement interne, que des populations à l'intérieur même d'un pays se déplacent vers d'autres régions, ça engendre toutes sortes de conséquences? Il y en a plusieurs. C'est sûr, on peut penser, par exemple, à une population qui peut se déplacer vers des environnements qui sont déjà fragiles, dans des endroits où on a, par exemple, beaucoup de pression anthropique sur l'environnement biophysique, ce qui fait que, bon, des populations qui vont se déplacer pour prendre ou d'aller, c'est-à-dire, dans plusieurs cas, on a des problèmes où les gens ne sont pas nécessairement propriétaires des terres sur lesquelles ils veulent vivre. Donc, on a un problème de ce qu'on appelle de squatting, qui peut engendrer de nouvelles formes de réticence, de violence, en fait, entre différentes populations. Mais vous avez aussi, donc, un impact environnemental qui est celui, donc, sur la pression des sols, par exemple, dans des endroits où on peut avoir une économie reliée, justement, à l'agriculture, principalement. Donc, il y a plusieurs. C'est très, très, très complexe. Et comme M. Mauquet l'a dit, ça dépend aussi de l'appareillage politique qui est en place, qui est en mesure de pouvoir gérer un problème comme celui-là. Quand on pense à l'augmentation du niveau de la mer, on a tendance, évidemment, parce que c'est imagé, de penser à des îles, où mais ce sont souvent des petites populations. Les vrais défis vont venir dans des pays comme Bangladesh, qui a une énorme population, mais sur un assez petit territoire, déjà super occupé. Et si eux, ils se mettent à perdre beaucoup de leur terrain, ça va être extrêmement grave, parce que pour la raison que le professeur Nobert vient de le dire, c'est pas très souvent bien accueilli dans les pays voisins où les déplacements vont avoir lieu. Ça va être un vrai défi à l'international. Justement, quel genre de tension ça engendre? Est-ce que ces migrants-là climatiques sont vus d'un œil différent que les migrants économiques, par exemple, dans les pays où ils débarquent? Ou... Je ne crois pas. Moi, je pense que c'est comme un peu le problème de ce que M. Mauquet parle, c'est-à-dire que à tenter de pointer, c'est-à-dire que quelle est la définition d'un réfugié? Dans ce cas-ci, est-ce que c'est le cas? Donc, est-ce que les mêmes conventions s'appliquent? Ou, dans le cas parce que c'est environnemental, parce que c'est pas un conflit, par exemple, disons, civil, de guerre, etc., on prend donc une définition qui va les rendre un petit peu moins importants au point de vue légal et par conséquent, on va pas les gérer d'une autre façon. Donc, je pense que les conséquences sont énormes. Mais ils ne sont pas accueillis différemment du fait que ce soit des réfugiés climatiques ou des gens qui fuient la guerre? À mon avis, non. Ça ne devrait pas, mais ça l'est. Ouais. Ça l'est? À l'international, oui, c'est pas reconnu de la même manière. Ce ne sont pas les mêmes protections. OK. Vous disiez, et dans les exemples que vous donnez tous les deux, que les pays pauvres sont davantage touchés, les pays en développement. Pour quelle raison exactement? Bien, si on voit un feu de forêt à Fort McMurray, en Alberta, on voit les gens en train de fuir avec leur Ford F-150. Bien, vous n'avez pas nécessairement un Ford F-150 si vous êtes à Bangladesh, puis le niveau de la mer monte d'1 mètre et votre lieu d'habitation est perdu. J'utilise une image, mais c'est quand même ça. Donc, le Canada est en train de subir les effets des changements climatiques. Le Québec est un laboratoire pour les changements climatiques. Un groupe qui a déjà fait des prédictions Ouranos similaires à ce qu'on vit, par exemple dans le golfe du Saint-Laurent, des marées beaucoup plus hautes, plus violentes. On est en train de vivre ça déjà en ce moment au Canada. Puis il y a des vecteurs qui sont de plus en plus importants, comme par exemple la perte du pergélisol et le fait de relâcher le méthane qui est en train d'aggraver les effets de gaz à effet de serre. Justement, et ce sera la dernière question pour ce segment-là. Au Canada, est-ce qu'il y a ou il y aura des réfugiés climatiques? Est-ce qu'on peut penser que les populations inuites, par exemple, seront forcées de se déplacer à cause du réchauffement? Étant donné notre petite population d'à peine 35 millions sur un vaste territoire, il y aurait de la place. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui risquent de perdre leur territoire traditionnel qui leur appartient depuis des millénaires. Même l'érosion des côtes. Oui, il y a des gens, il y a des villages ou des routes qui devront être déplacées. Oui, mais tout ça, pour finir où on a commencé, dire que, par exemple, l'érosion de la côte et la perte des routes principales le long du golfe du Saint-Laurent au nord et au sud, il faut les déplacer, c'est de l'adaptation. Mais ça ne devrait pas nous faire oublier l'obligation première, qui est d'agir aujourd'hui pour réduire les gaz à effet de serre. M. Mulcair, M. Nobert, on s'arrête pour une pause. Merci.